Bonjour, donc nous sommes au salon des fous d'histoire de Pontoise et là nous approchons de vous appelez. Alors Eric Lescoffi et moi j'ai une sorte de regroupement de différentes animations et là donc sous le nom de Démo de Jadis et en l'occurrence ici je présente Eric et les pierres, donc ça concerne à la fois la sculpture sur pierre mais également le montage d'une voûte en pierre sèche et sur cette animation là je fais participer le public au montage de cette voûte. C'est-à-dire que vous leur apprenez comment monter un mur en pierre sèche? Voilà, là on a un contraste qui est assez important. Là, ici nous avons une pierre qui est taillée, ensuite ornementée, des fois même à outrance. Et ici on travaille avec un matériau totalement brut. Et on va l'utiliser dans son état. Il y a un contraste énorme entre ces deux manières d'abrocher la pierre. Là en l'occurrence, donc le public, lui, va connaître, je dirais, le secret du montage d'une voûte en pierre sèche. Avec la fameuse clé de voûte. Là, en l'occurrence, là, les pierres sont relativement plates, puisque quand vous faites une voûte avec des pierres taillées, effectivement, il y a une clé de voûte qui vient verrouiller l'édifice. Sauf que là, en fait, elles sont toutes de taille relativement égale. Elles sont, irrégulières quand même. Et il y aura effectivement une pierre, une clé de voûte, mais qui ne sera pas du tout avec la forme que l'on imagine, c'est-à-dire plutôt en forme de V. Là, en l'occurrence, chaque niveau de pierre doit être monté avec extrêmement de précision, puisque sur chaque niveau, le niveau supérieur va compter dessus. C'est vraiment la solidité de la construction qui fait que cela tient. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment vous procédez? Alors oui, exactement. Là, j'étais en démontage, mais je vais vous montrer quand même comment on procède. C'est-à-dire tout simplement, on va utiliser... Alors là, il s'agit d'une voûte à arc brisé. Oui. Donc, on se retrouve avec deux points de centre, deux foyers, et on va en fait monter les pierres suivant l'axe. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, si je rajoute une pierre, donc on va essayer de choisir quand même une face plane, relativement plane, pour aller contre le veau, et on va régler son inclinaison avec la cordelette. Donc je sais qu'il faut qu'elle ait cet angle-là. Donc ensuite, avec des petites pierres, excusez-moi, donc avec des petites pierres, je vais venir caler voilà, jusqu'à ce que j'ai une bonne stabilité sur la totalité. Voilà, elle ne bouge pas du tout, donc ça veut dire que de toute manière, et même quand je bouge celle-ci, celle de dessous ne bouge pas non plus, donc là on a vraiment quelque chose de solide. Est-ce que c'est sur ce principe donc, que l'on bâtit les cathédrales ou est-ce que ce genre de construction ça s'applique à d'autres structures, d'autres bâtiments? Alors là on est plutôt dans de la construction, je dirais plutôt rurale, voire même de campagne, dans le sens où par principe on va utiliser le matériau qui est sur place. C'est pour ça qu'on l'utilise totalement brut, et qu'on va se servir de petites pierres. C'est-à-dire en fait ce sont des éclats de ces pierres-là dont on se sert pour caler. Donc là on va être plutôt dans l'habitat plutôt rural, voire très rudimentaire, puisqu'on n'utilise aucun liant pour fixer les pierres entre elles. Le principe de la pierre sèche est utilisé aussi pour retenir les terres. Dans des régions montagneuses, par exemple, pour pouvoir cultiver, on a monté des murs en pierre et ça crée des étages, ce qui permet d'avoir des planches de culture. Oui, ce sont des techniques très anciennes. Voilà. qui remontent à quelle époque, vous savez situer je ne pourrais pas vous dire exactement, mais effectivement, ça date énormément. C'est encore utilisé aujourd'hui dans certaines régions.
puisque moi j'ai eu un moment vécu dans les Alpes-Maritimes, et là effectivement, si vous n'avez pas ces petits murs murés en pierre qui doivent être entretenus, vous ne pouvez pas faire de culture. Et vous faites, c'est un métier que vous exercez Alors moi je suis artiste sculpteur, et donc en général quand on est artiste et encore sculpteur, il faut beaucoup de temps. La sculpture n'est pas forcément rémunératrice. La démarche, dans quelle que soit la matière que j'utilise, que ce soit la pierre, le métal, le cuir, le bois, l'osier, travail des végétaux, l'idée c'est de réussir à faire quelque chose, de pousser l'esthétisme au maximum, mais toujours avec un matériel rudimentaire, un matériel rudimentaire. Et je trouve une vraie démarche, parce que quand on a peu de choses, finalement, c'est là où on devient vraiment inventif. Vous êtes basé dans quel... Alors pour l'instant, je voyage beaucoup, oui, je bouge beaucoup, comme on va dire un peu comme mon métier l'exige. Moi également, je suis un petit peu nomade. Donc pour l'instant, je suis dans la région de Verneuil-sur-Avre, en Haute-Normandie. Est-ce que vous faites de la taille de pierre également? Vous faites de la rénovation de bâtiments? Non, pas du tout. Je me consacre essentiellement à de la recherche graphique et technique personnelle, on va dire. Donc en l'occurrence, là je travaille, on va dire, suivant des inspirations de l'époque. Après, j'ai une partie, moi, de création de sculpture qui peut être même contemporaine. Donc j'essaie de vivre comme un artiste, c'est-à-dire un petit peu bohème, mais je crois que c'est ce qui me correspond. Oui, d'accord. Et ces images-là que l'on voit sur votre stand, ça correspond à votre logo, ça évoque quelque chose de particulier? Là, tout simplement, c'est un dessin que j'ai fait, parce qu'à l'origine, donc, je suis illustrateur en traditionnel, puis ensuite infographiste, puisque dans les années 90 est arrivé l'outil informatique. Donc après 10 ans passés sur ordinateur, finalement j'ai compris que mon chemin il était plutôt un retour aux sources, plutôt que d'être dans un monde virtuel. J'avais un besoin réel du palpable, de choses qui ont des odeurs, parce que même la pierre, chaque pierre a son odeur. Voilà. Donc après 10 ans de vie un peu aseptisée sur ordinateur, je suis revenu aux sources. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille à l'ancienne. Et effectivement, donc aussi bien les logos que les dessins, je les crée moi-même, puisque j'en ai la capacité. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous dites que vous revenez aux sources, donc qu'est-ce qui vous a ramené plutôt au Moyen-Âge que par exemple l'époque celtique ou les époques précédentes ou autres? Je dirais que c'est justement cet aspect de matériel rudimentaire. Le fait d'avoir peu de matériel, et du coup il faut être inventif, et en même temps ça me permet de ressentir, en me mettant dans les difficultés matérielles d'un ouvrier de l'époque, d'en avoir d'une manière les sensations et les problématiques. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une démarche, je ne sais pas si on peut dire ça spirituelle, enfin c'est une démarche de... Je dirais que ce serait plus l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que moi, le fait de pouvoir me remettre dans la peau d'un personnage de l'époque, en tant que, artisan ou artiste, puisqu'il y a une part des deux, voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Donc j'essaye de revivre ces sensations. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu une frustration dans le côté monde actuel, avec justement cette aseptisation de notre travail qui finalement ne passe plus que par un outil unique, l'informatique. Là où vous enlevez la prise, il n'y a plus rien. Vous pouvez avoir 7 ans, 10 ans de travail, vous enlevez la prise, vous n'avez plus rien du tout. Et c'est ça qui a été vraiment le moteur de cette démarche, de finalement se dire que plutôt envie de vivre de par ses mains, donc la tête fonctionne également, beaucoup, mais avec vraiment peu de choses. Finalement, rester le plus libre possible. Une forme de retour au basique, à la simplicité des choses. Et puis à l'autonomie également. L'autonomie, oui. L'autonomie, chose qui est pour moi important. Puisque de toute manière, plus on sait faire de choses, plus on répond à des questions qu'on pourrait se poser, mais en même temps, dans un système
où l'argent dirige un petit peu tout, moi je préférerais le système du troc, l'échange de savoir-faire. C'est enrichissant parce que chacun va y s'y retrouver, mais en même temps ça crée des échanges humains. Voilà. Vous êtes à la fois autonome et vous apprenez, donc il y a une partie de transmission également, qui fait que les gens deviennent aussi autonomes. En l'occurrence, là, moi, le fait de faire de la démonstration, c'est une manière de financer, moi, cette part de sculpture personnelle. D'une autre part, je suis un petit maillon de chaîne qui fait que, de toute manière, pendant que j'exerce ce métier, il n'est pas mort. Le grand public, lui, qui a tendance peut-être des fois à être emporté ailleurs, reprend conscience que effectivement lui, oui, ça fait partie de son passé et que lui également a deux mains et pourrait aussi vivre de cette manière-là. Et donc il y a un moment où c'est dans mes projets, c'est justement de m'installer, d'être un peu plus sédentaire et de commencer à faire de la transmission également. Puisque moi, si j'ai appris tout ça pour ensuite partir avec, ça n'aura pas servi à grand chose. Le but, c'est quand même que ça perdure. C'est le maintien des traditions, le maintien du patrimoine qui vous anime en partie. Complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une conscience là-dessus, avoir aussi une forme d'abandon, de personnes qui se sentent un petit peu perdues, ne sachant que faire, alors qu'il y a 1000 choses à faire, avec 3 fois rien. Le tout, il faut se donner la peine. Effectivement, c'est des métiers qui demandent quand même des efforts. Et alors pour les gens qui voudraient vous rencontrer ou vous trouver, vous avez un site, vous avez quelque chose... c'est www.demojadis.com et là, le site est dédié essentiellement donc aux différentes animations que je propose. Et après, moi, justement, c'est pour ça que c'est une démarche beaucoup plus artistique. Je ne produis quasiment rien. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans cette démarche artistique. La pièce unique, la recherche graphique, la recherche technique, avec un matériel rudimentaire. Voilà, il y a vraiment une démarche. Enfin, moi, j'ai réussi à définir ce qui me ferait vivre jusqu'à la fin, et je m'y tiens parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et alors vous parlez d'animation, c'est-à-dire outre la démonstration à laquelle on assiste maintenant, est-ce que vous faites d'autres animations, c'est-à-dire que les gens font appel à vous pour... Alors, en l'occurrence, oui, donc je suis forgeron également, donc pareil, avec un matériel rudimentaire, j'essaye de pousser l'esthétisme au maximum. Donc il y a une part artistique, d'ornement, et je fais aussi un travail où ça sera plus de la forge d'outils, c'est-à-dire la taillanderie, fabriquer les outils à la fois pour le forgeron, mais pour tous les autres corps de métier. Puisque beaucoup de métiers dépendent du forgeron, puisqu'ils utilisent très souvent des outils en fer, en acier, pour exercer leur métier. Donc ensuite, je me suis aussi intéressé au système du tour à cordes. Là, on parle de terre, d'argile, et le principe du tour à cordes, c'est un système comme une grosse calibreuse qui permet de monter des énormes pièces en terre. Là, à partir du moment où on ne peut plus les gérer sur un tour à pied classique. Voilà. Donc je fais aussi cette démonstration. En général, mes animations passent par une curiosité déjà personnelle. Et après, j'ai créé aussi un camp qui s'appelle le camp d'art, qui est un campement en forme d'étoile et qui a une forme octogonale, donc le public va pouvoir tourner à 360 degrés autour et on peut recevoir 4 matières différentes, 4 activités différentes dessous, de façon à... L'idée de ce camp, c'était de créer une émulsion. C'est un camp qui est fixe ou c'est un camp itinérant? Alors, itinérant, c'est-à-dire que j'occupe à peu près 100 mètres carrés, donc ça commence à faire une belle surface. Et en général, il est modulable en 3 ou 4 toiles, donc on va recevoir 3 ou 4 activités dessous. Et il peut même arriver qu'avec les organisateurs d'une fête, je conçoive une sculpture qui va faire intervenir 3 ou 4 matières différentes et on va travailler ensemble sur justement cette œuvre commune. Donc il y a à la fois une communauté interne au camp, entre les matières différentes, mais en même temps ça permet au public
on va dire sur une zone plus ou moins circulaire, de voir 4 activités différentes. En fait, c'est un renouveau des métiers d'art et qui à la fois permet de rassembler la communauté des hommes. Et donc c'est tout à fait dans l'esprit du Moyen-Âge. Ah mais complètement, on travaille ensemble parce que de toute manière, si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. Et également par le retour à la nature, le retour à la simplicité que vous avez évoqué au début. Moi je trouve que l'humain s'éloigne de plus en plus de son milieu naturel, c'est-à-dire la nature. Hein, on s'entoure énormément de faste, hein, de superflu, en oubliant que nous aussi on est comme finalement les végétaux, les animaux. Hein, on dépend des mêmes règles. Et donc moi je ne les oublie pas, quoi. En tout cas, c'est une très belle communion avec vous, de nous avoir fait partager votre savoir, votre connaissance et votre empathie. Et donc, vous allez peut-être nous rappeler votre site et puis en espérant donc bonne continuation dans votre activité. Merci. Donc c'est demojadis.com, www.demojis.com. Donc après, effectivement, j'espère de toute manière, et le public me le renvoie, je pense que j'amène ma petite pierre à l'édifice, hein, pour que les métiers anciens et le patrimoine perdurent. Merci beaucoup et bonne continuation. À bientôt. Merci bien. Au revoir.